Pourquoi certaines tâches prennent plus de temps que prévu? Et si le vrai problème n'était pas le manque de temps, mais le trop-plein? Aujourd'hui, on explore la loi de Parkinson et on vous montre comment gagner en efficacité en faisant moins, mais mieux. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cartes sur table. Alors aujourd'hui, on explore les pratiques concrètes pour les dirigeants pour être plus clairs, plus alignés et plus efficaces. Aujourd'hui, on va parler d'un phénomène que tout le monde connaît mais que peu arrivent à maîtriser, la fameuse loi de Parkinson. Alors, c'est un mot très scientifique, mais on va aller voir ce qui se cache derrière. Le concept, c'est que on a une proportion à étendre notre temps de travail en fonction des choses qui nous arrivent. Et ça emmène de la perturbation, de la distraction, de la surcharge mentale très souvent. Il y a quand même une statistique qui est assez énorme. 60% du temps de travail n'est pas structuré. Et ça, dans n'importe quel métier, n'importe quelle fonction. Donc aujourd'hui, je suis toujours avec Jean-François, l'œil RH de cet épisode, et Sabine, notre experte en organisation, structuration et recrutement. Nous allons regarder ensemble pourquoi cette loi s'applique encore plus aux dirigeants, comment structurer son temps et pourquoi la planification intelligente est une arme stratégique. Alors Jean-François, je vais te laisser poser la première question. Oui, la première question qui me vient, c'est pourquoi cette loi est particulièrement présente en entreprise? Alors en fait, elle est partout. On va prendre un exemple tout bête. Tiens, qui a déjà planifié ses vacances? Oui. Combien de temps avant vous avez commencé, entre le moment où vous avez commencé à réfléchir à vos vacances et au moment où vous commencez à planifier? Dès le mois de décembre, je commence à réfléchir à mes vacances de l'été. Ok. Tu réfléchis, mais est-ce qu'il y a une action concrète? Là, non, pas encore. Là, non. Alors moi, je suis pas un exemple parce que je suis la reine de l'organisation de dernière minute pour mes vacances. Ok. Donc en fait, on va prendre ton cas à C'est toi, ça. c'est-à-dire que décembre, tu commences à y réfléchir Oui. et il y a un espace-temps que tu crées dans Oui. ta tête. C'est-à-dire que tu dis, peut-être qu'au mois de décembre, tu dis, tiens, peut-être qu'au mois de mai, il faut que j'ai commencé à avoir réservé les choses. Voilà, ouais. Peut-être tu mets Je un mets une truc, date, ouais. tu mets une date. Mm. Donc ça veut dire que de décembre à mai, il est peu probable que tu fasses des actions concrètes. Certainement. Un mois avant, tu vas commencer, entre guillemets, à t'affoler. Voilà. Et donc en fait, c'est ce qu'on appelle une dilatation du temps. Et la loi de Parkinson, c'est ça. Vous avez déjà remarqué qu'on a des dossiers à rendre. Tiens, prenons un exemple tout bête. Quand on structure les podcasts, on a notre réunion du vendredi. Oui. Avant. Oui, avant, c'est mieux. Oui, moi avant, j'ai structuré les idées, j'ai mis dans la Dropbox. Je mets ça au plus tard pour moi le mercredi. Mais j'ai du temps. Et vous avez remarqué que très souvent, je les mets le mercredi soir. Mmh. Je les mets pas le mercredi matin ou le mardi. Parce que dans ma tête, je me dis, oh, il y a encore du temps. Et souvent, quand on a un dossier à rendre, on sait dans la semaine qu'on a un espace-temps et on va le contracter. C'est-à-dire qu'on aurait pu le faire en 8 heures et on va le faire en 12, 14 heures. Parce qu'on va trouver plein d'habitudes, plein de comportements et de justifications qui vont emmener à étaler ce temps, en fait. Oui, mais moi, je suis plutôt dans un format anticipation. Oui. Moi, mon fonctionnement, c'est plus dès que la chose est faite, moi, je passe à une autre chose. Oui. Quel lien avec la loi de Parkinson, hein? Alors, parce que la loi de Parkinson, on va étendre le temps. C'est-à-dire que si on se dit, par exemple, j'ai 12 heures pour faire la tâche et qu'il est possible de le faire en 8 heures, eh bien, il y a la forte probabilité qu'on mette quand même 12 heures. Donc, pour tes vacances, tu as une deadline dans ton temps. Tu t'es donné, tiens, par exemple, pour le mois de mai, il faut que j'ai ça. Mais si on regarde de décembre à mai, tu avais largement le temps de réserver, même en janvier ou février. Ah oui, sauf que je suis pas tout seul à choisir. Oui, oui. Et c'est là le souci? Non, là, on parle juste de ton expérience à toi. D'accord. Tu as par exemple un billet de train. Mmh. Qui réserve son billet de train par exemple,
je dois aller là, je vais réserver mon billet de train le lendemain, même si c'est dans un mois. Là, je serais plutôt alors, ça dépend des sujets, mais dans l'anticipation, et pour une raison, c'est une question de prix. Plus on est tôt à le faire, moins on paye Parce cher. que tu as une raison. Voilà. Mais effectivement, je réserverai jamais la veille. C'est vraiment plus de se dire, ben là, je dois le faire pendant un mois. Je le fais maximum, sous 2-3 jours. Ok, toi Moi, c'est pareil aussi. Hein. Toi, c'est pareil. Bah, Ouais. moi, j'ai un biais cognitif dans ce Vas-y. moment-là. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, très souvent, je vais imaginer un moment temps imaginons qu'on a une ligne du temps devant moi. Je dois réserver mon billet, tiens, pour, on va dire le 30 mai. On est le 8, je vais le réserver le 18. Parce que j'ai eu une première représentation. Mmh. Tac. Je vais pas, forcément faire le truc je suis pas l'expert de la to-do list qui coche, tout de suite. Mmh. Par contre, Mmh. ça reste et à un moment donné, très souvent: «Ah ouais, bah tiens, j'avais dit pour ce moment-là». Donc en fait, on se rend compte que la loi de Parkinson, elle vient remplir un espace-temps, surtout chez les dirigeants, chez les décideurs. Tu as remarqué que des fois, on a des dossiers dans ta carrière, il y a des dossiers il y avait pas plus de choses à faire. Mais pourtant, ça a pris un temps dingue. C'est ça. J'ai remarqué surtout qu'on se laissait plus de temps des fois que nécessaire et Oui. qu'on se retrouvait, du coup, en se disant: «Bon, il y a pas tant que ça à faire, on me donne 15 jours pour le faire, je vais attendre, allez, encore une semaine pour le faire». Sauf qu'entre-temps, il y a d'autres choses qui sont arrivées et qui mettent la pression pour faire ce fameux dossier. Et c'est là que je trouve que c'est intéressant, c'est de se dire, effectivement, on a du temps. On a un mois, on a 15 jours, on a une semaine, mais pourquoi attendre le dernier moment? On a beaucoup cette fâcheuse tendance à le faire et ça devient une urgence. Moi, ça dépend du fonctionnement de chacun. En tout cas, c'est ma vision des choses. L'anticiper, c'est aussi avoir une marge de sécurité, comme tu dis. Mmh. On sait qu'on a un gros dossier à faire pour dans 15 jours. C'est aussi de laisser le temps pour nous, de capter aussi les urgences à traiter. Et moi, je suis pas dans un fonctionnement d'urgence. C'est-à-dire que si j'ai un truc qui est dans 15 jours, je vais rapidement le traiter parce que je sais que je vais avoir d'autres choses qui vont m'arriver après. Et si je fais pas ça, moi, les urgences, je traite pas les urgences. Je suis un très mauvais gestionnaire d'urgence. Mmh. Donc en fait, on se rend compte que très souvent, on va se fixer que des dates de rendu. Oui. En entreprise, il faut que tu m'aies rendu ce dossier mais on parle pas de temps. En fait, si, on va parler d'un espace-temps un très espace-temps. global, Oui. mais on parle pas de temps de production. Mmh. Et moi, c'est un truc qui m'a fait beaucoup rire quand j'ai travaillé avec des entreprises du bâtiment, où ils donnent un délai de rendu et des fois, on se rend compte que le délai de rendu est inférieur au temps de production. Mmh. Ça n'arrive jamais dans le bâtiment. Non. Non, je Jamais. me C'est rappelle toujours pas d'expérience similaire. Non, pas Mmh. du tout. toujours là. Et donc du coup, la loi de Parkinson, elle vient un petit peu imager ça. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez ce dossier pour vendredi, mais il est totalement possible de le faire pour mardi. Oui. Mais on va utiliser cet espace-temps avec, une réunion en plus, une étude en plus, un truc pour que le dossier arrive le vendredi. Moi, j'ai une expérience, mais plus collective, hein, dans les équipes de prod qu'on avait, nous. En fonction de la charge, soit on avait, par exemple, 10 000 pièces à faire dans la semaine. Mmh. Les 10 000 pièces étaient faites dans la semaine. Si la semaine d'après, avec le même effectif et le même nombre d'heures, s'il y avait 15 000 pièces à faire, les 15 000 pièces étaient faites. Voilà et là, on arrive à ce que, l'école de Palo Alto a mis en avant. Donc c'est, Milton Erickson, Gregory Bateson, tous ces systémiciens. Milton Erickson, c'est le père de l'hypnose ericksonienne. Paul Watzlawick. Ils ont, au départ dit, quand les GI sont revenus, ils ont eu à traiter beaucoup de GIs et ils se sont dit: «Bah, combien de séances il va falloir faire?» Ils ont dit à peu près une 50aine et c'est marrant, le changement est arrivé
vers la 48e, la 49e ou la 50e. Mmh. Et puis un jour, il y a Paul Watzlawick qui dit on va réduire le nombre de séances. 10. Et le changement est arrivé vers la 8e ou la 9e. C'est exactement ce que tu es en train de dire. C'est-à-dire que tu as 10 000 pièces dans un espace-temps donné. La semaine d'après, tu dis il y a 15 000, ça va passer. Ça va passer. Et ça passe. Hein. Et ça passe. Mm. Donc en fait, c'est cette proportion à occuper l'espace-temps. Tout à fait. Donc d'un côté, il faut faire très attention, et merci de l'exemple que vous avez donné. Il y a une notion de priorisation, et il y a une notion de... Alors on va parler d'un terme un peu plus technique, de métaprogramme derrière, qui est le éviter de l'urgence. Et toi, c'est aller vers l'organisation. Moi, je serais plutôt à des moments dans le aller vers la créativité. Ouais. Voilà. C'est ça. Ou le On vent, te reconnaît bien là. La créativité, c'est vraiment tiens, moi, je vais être créatif dans le système. Et je vois que Laurent qui est derrière la caméra se marre, mais c'est mon métaprogramme. Voilà, Ouais, parce que Julien, il a une idée le lundi, et l'idée du mardi, elle a changé celle du lundi. Ah oui? Voilà. C'est le côté créatif. C'est ça. Et donc, du coup, mais par contre, on a cet espace-temps qu'il faut bien comprendre, c'est que à des moments, on va remplir inutilement l'espace-temps. Et ça crée ça crée des problématiques d'organisation, d'entreprise, de manière collective, lorsque chacun a son espace-temps. Et ça, voilà. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est ça, c'est qu'il y a le collectif, il y a l'individu, et puis ça amène aussi à des problèmes de rentabilité et de production. Parce que ça t'est jamais arrivé dans tes ateliers que quelqu'un te dise « Ah non, c'est impossible, on ne peut pas le faire dans cet espace-temps-là. » Pourquoi? Parce que l'habitude, donc là, on arrive à un biais, ce qu'on appelle un biais cognitif de rémanence. Ah non, on ne peut pas faire ça dans cet espace-temps qui est là. Par contre, tu changes les règles du système et on est capable de faire 15 000 pièces. Moi, je l'ai vécu, moi, avec les chiffres d'affaires qu'on devait atteindre, des objectifs de chiffre d'affaires. D'une année sur l'autre, on mettait le budget de l'année suivante et on présentait à tous les collaborateurs. Ils disaient, mais c'est impossible, on va jamais atteindre Il y avait une croyance limitante où on dit, mais on n'a jamais fait ça, donc on va jamais l'atteindre. Et finalement, on atteignait. Donc, il y avait un changement qui s'opère parce qu'on avait changé de contexte aussi. Et on mettait tout en œuvre aussi pour y arriver. Donc, c'est vrai que si on reste dans les habitudes, dans un mode confort, généralement, il se passe rien d'autre que ce qu'on sait déjà faire. En fait, et puis ce qu'on voit, les effets qui sont derrière, c'est quoi? C'est le rallongement artificiel des tâches. Ça, et ça en est partout dans les entreprises. Alors, autant je peux avoir un côté très créatif, parce que c'est dans mon ADN, autant quand j'accompagne une entreprise, je suis on va le dire, un killer de tâches chronophages. Ça, en fait, ça me saute aux yeux. Par exemple, je repense à un process que j'ai analysé, un process ADV dans une entreprise où il fallait 2 à 3 heures pour enregistrer la commande. Oui. Parce que, en fait, la charge qui était donnée, il y avait un truc qui arrivait qu'il fallait 2-3 heures, en fait. On est en plein dans tes 15 000 pièces, dans l'effet de Palo Alto qui s'explique. C'est-à-dire que on a une multiplication des distractions dans le système. Et puis alors, qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est qu'il y a de la baisse d'énergie. Dû à quoi? Un effet de traîne, en fait. C'est-à-dire que l'habitude et puis une sensation de surcharge. Vous avez jamais remarqué les personnes qui vous disent « Ah non, ce n'est pas possible de le faire dans ce temps imparti », dans la surcharge mentale qu'ils sont? Oui, et le problème, c'est qu'ils bloquent leur propre productivité. Juste le fait, c'est un biais, de se dire non, le temps c'est pas possible, ça passera pas dans le temps. Ils vont directement se mettre un peu en mode surcharge mentale en se disant mais voilà, ils sont déjà dans le stress de dire alors me met la pression pour. Donc du coup, ils vont plus être sur le côté poser des choses on organise comment on fait et leur productivité baisse. Et dans leur gestion du temps. Pourquoi? Parce que en fait, ils ont la représentation du temps et on leur demande de comprimer quelque chose qui, comme tu as dit,
a un effet sur la croyance. Mmh. Et la croyance fait que Mmh. là, en gros, je vais devoir faire encore plus parce que il faut aller un peu plus loin de ce qui se passe dans le cerveau pour qu'on puisse remplir ce temps qui est donné. Il y a de la réflexion. Il y a une adaptation. Mmh. Donc, il y a déjà de l'énergie qui est consommée. Oui. Et on va demander de faire quelque chose en moins de temps et de quitter ce programme-là. Donc, ça demande vraiment de l'énergie à la personne. Donc, ce qu'il faut faire très attention en entreprise, c'est ça. C'est de ne plus donner des deadlines, mais Oui. de calibrer le temps pour Très- faire les choses. Et ça, je crois que c'est le plus gros point d'amélioration qu'on puisse avoir dans une entreprise. On l'a pas vécu comme ça et on le vit pas comme ça Non? Voilà. en entreprise. Voilà, je cherchais. Alors pourquoi, tiens? Ouais, ça, c'est une bonne question. C'est pareil, Parce je pense que que c'est une question d'habitude, non? non, Alors, mais c'est Question une question d'habitude de de travail dans l'entreprise parce qu'en fin de compte, ou un contrat. quand on donne une tâche à quelqu'un, on lui dit: «Tu as 2 heures pour» on ne donne pas, on dit pas on ne lui dit pas: «Tu as 2 heures pour faire ça». Tu me dis bah non. on lui dit: «Bah, tu me le fais pour demain». Mmh. Pourquoi? Bah, pour demain ou pour la semaine prochaine. Ou pour tout à l'heure. Parce que nous, ça Alors, simplifions la donne. ouais. Simplifions la donne. Moi, je suis dans l'anticipation, donc Oui. généralement, je ne suis jamais dans l'urgence, donc lorsque je donne quelque chose à quelqu'un, Parce que là, il est en train de nous donner, je il est sais déjà en train de nous donner un bout de la clé. je sais que en lui donnant une deadline comme ça en avance par rapport à moi, ce que j'ai besoin Ouais. d'avoir comme info à ce moment-là, je sais qu'il est en capacité de le faire. Pourquoi? Parce qu'il a calibré. Parce que ce qu'il demande, tu as forcément, à un moment donné, une Oui. représentation temporelle de Tout à la fait. charge. Mmh. Mais pourquoi en entreprise, on ne le fait pas? Parce que ça demande un effort de dingue. Mmh. Ça demande de connaître son process. Ça demande de connaître ce qu'on demande à la personne. Ça demande d'être dans sa posture de chef d'entreprise. Oh là, punchline. Attention, Julien. On n'est pas dans l'exécution, on est dans la stratégie. Moi, je vous rappelle un truc. J'étais co-gérant d'une PME. Et un jour, j'ai quelqu'un qui m'a dit, j'ai posé la question, combien de devis on faisait? 5000. Ah, tu m'avais raconté, je me rappelle. Et j'ai posé la question, combien on a transformé? Et là, grand blanc. Et en fait, je me suis rendu compte que l'habitude de faire des devis, c'était quantifié à la journée. Ouais. Et à un moment donné, j'ai dit, mais attendez, si on a des devis qui se recoupent et qu'on sait que le client avec qui on travaille 90% du temps, il faut envoyer à celui-là en premier. Alors, il y aura toujours de la concurrence, mais on envoie celui en premier et on commence à faire un petit peu de statistiques. En fait, on a baissé le nombre de devis. Mmh. Et puis, les gars ont fait autre chose. Ils ont fait des études, ils ont fait tout. Donc, en fait, ça demande une vision, une stratégie et une connaissance de ce qu'on va demander à la personne. Mmh. Et c'est quand même bien le rôle de la personne Oui. en entreprise. On Ouais. fait le lien avec ce qu'on parlait hier, les fiches de vision, les fiches de poste, les annonces dans le recrutement. Il faut avoir une connaissance de ça. On Mais a si besoin. si tu connais pas ton travail, tu peux pas demander à quelqu'un de faire dans un temps précis. Pour moi, c'est pas possible. Si tu connais pas à la base ce que tu demandes, comment veux-tu demander à quelqu'un de le faire? Non, allez, tu me le fais en une journée. Si tu as pas déjà toi cette perception du temps que ça va prendre réellement. Moi, je l'ai vécu et je dis mais comment on peut me demander ça en même pas 5 heures? Voilà. Bah non. Dans tes usines, il y avait des études de temps qui étaient faites. Oui. C'était le bordel, ce truc, Oui, sur la partie production, ouais. sur la partie production. Tout à fait. C'est- Bon, après, C'était joyeux ou pas? c'était théorique, on va dire. Voilà. Parce qu'en fait, on va aller faire une fonction. C'est ça. Ouais, on a fait l'étude de temps. Mais non, en fait, c'est... Alors, il y a un super bouquin à lire. C'est Le But de Goldratt, qui explique, avec les goulets d'étranglement, avec le fait qu'à un moment donné, on demande des temps, des tâches qui sont irréalistes. Parce qu'il y a une machine dans le process Ça. qui ne peut pas absorber. Et bon, aujourd'hui, il y a l'IA, il y a plein de choses qui aident, mais moi, je vous parle de ça d'il y a 15 ans. On faisait du devis pour faire du devis et on remplissait. Mais en fait, qu'est-ce qu'on était en train de faire? On était en train de remplir un espace-temps. Temps. On n'était pas en train de remplir une stratégie, en fait. Et ça,
En fait, les études de temps en entreprise, c'est presque le premier truc qu'il faudrait faire. Avoir une connaissance, tiens, et c'est pas pour fliquer la personne, hein. Mmh. C'est, je te demande cette tâche-là, combien de temps ça te prend? Parce que je peux peut-être pas te demander de faire 2 trucs qui va faire 12 heures dans une journée de 8 heures. Il faut savoir, c'est que je reprends ta punchline de tout à l'heure concernant les dirigeants d'entreprise. Quand je pose la question aux dirigeants d'entreprise, combien de temps passez-vous réellement sur les tâches administratives, sur le terrain, sur telle ou telle fonction que vous avez, je n'ai pas forcément la réponse. En fait, ils vont aller analyser la semaine d'après, ce qui est réellement le temps qui passe sur chaque tâche, chaque fonction. Mais personne n'a cette notion de temps. Ah non? Alors, c'est vrai que moi, j'ai un cas comme ça où on a vraiment aussi exploré le temps passé, le temps qu'il fallait passer pour exécuter certaines tâches. C'est lorsqu'on est confronté à des absences et qu'on doit déléguer, en fin de compte, certain Moi, nombre de j'attendais tâches. que quelqu'un me dise ce truc-là. Certaines tâches qu'il faut déléguer. Et là, on se dit, alors ça, il va nous falloir combien de temps? Combien il faut de temps pour rentrer une commande? Combien il faut de temps pour saisir un bon de livraison et tout ça? Parce qu'on a besoin de calibrer là. Et c'est là qu'on le fait. Que lorsqu'on est confronté à une problématique et qu'on doit résoudre cette problématique en déléguant ces tâches et savoir si ça va rentrer avec l'équipe en place, restante, ou il va falloir recruter. Mais on le fait jamais autrement en temps normal. Ah non? Parce que voilà, ça roule comme ça et on se pose jamais voir si tout ce qui est fait, alors hors prod, je dirais plus hors prod dans les bureaux, c'est à un moment donné, est-ce que c'est «rentable» entre guillemets? Je te rejoins dans ce que tu dis. Dans la prod, il y a un espèce de tracker qui est universel, c'est la pièce, elle sort. Ah oui. Voilà. Mais dans les bureaux, c'est plus difficile. Alors, la partie technique peut-être. La partie technique qui doit faire des plans, qui doit faire... Il y a une... Mais là, on commence à avoir des trucs qui commencent à glisser. Alors, l'administratif pur et dur, c'est hyper compliqué. Mais pourtant, si on regarde bien, c'est un cycle d'amélioration continue qu'on doit mettre en place. Là, les process sont importants et de pouvoir c'est là où je et de fais le les lien avec analyser toi. tout à fait important. Enfin, l'importance d'analyser tous ces process et pas qu'une fois par an, mais assez régulièrement, parce que déjà ça va très vite aujourd'hui et que chaque tâche évolue. Mais là où je rejoins effectivement Jean-François, c'est cette partie ADV, par exemple, où moi, pour l'avoir vécu, sur les absences de personnel du dernier moment, où on te demande de remplacer une première personne mais qui a 35 heures, et puis une deuxième. Tu te retrouves à faire trois temps plein sur un seul temps plein. Et après, on s'étonne que, effectivement, la personne n'y arrive pas. Mais on peut pas, parce que sur la partie commande commerciale, prise de commande, on arrive facilement à quantifier ce temps en fonction du nombre d'appels qui est réalisé ou du nombre de commandes prises dans la journée de la personne. Ouais. On avait quand même moi, pour l'avoir fait, se retrouver à saisir des commandes multipliées par 2,5 par rapport à ce que je faisais habituellement, ça a provoqué une chose, parce que ça n'avait pas été complètement assez quantifié, ça a provoqué des erreurs de commande. De toute manière, tout ça, ça a des effets. Ça a des effets. Et donc, c'est vrai que cette notion de temps, elle est importante, mais c'est très compliqué à quantifier. Et au-delà d'aller analyser les process, ça doit être fait régulièrement et pas qu'une fois par an, je le redis. Oui, mais on le fait pas, je veux dire. Et encore, quand c'est fait une fois par an, c'est bien, ouais. En fait, c'est même pas de dire on le fait une fois par an ou pas. C'est de se dire, comme dit Jean-François, est-ce qu'on le fait ou pas déjà? Ouais. Et est-ce que là, par exemple, dans ce que je demande à la personne, je vais lui donner une durée plutôt qu'une deadline. Alors c'est très mal vu. On va être franc. Quand vous posez ce genre de questions, ça fout le bordel. Mais pourtant, c'est la vérité du truc. Mais regardez. Allez, on va se marrer 2 secondes. Quand vous mettez votre voiture au garage, cet exemple va être croustillant. Elle vous dit... Quand est-ce que je peux le reprendre? Je crois que tu as une anecdote avec une voiture que tu as déposée en décembre. On a été boire un café à la gare et tu n'avais pas de voiture. Oula, je me souviens plus de Tu ça. te rappelles de ça? Et en fait, la voiture n'était pas prête. Oui. Ah oui. Toi, tu as demandé du temps. Quand est-ce que je peux la prendre? Ah oui, c'est ça, oui. Voilà. Okay. Et lui, il t'a répondu? Ce serait dans la journée. Dans la journée. Déjà. Dans la journée, il m'avait répondu. Mais
En fait, quand on pose cette question, dans combien de temps je peux la récupérer, on va nous répondre un truc très, très large. Et en fait, on se rend compte, je crois que tu as été au garage et la voiture n'a pas été touchée. Ah ben, pas tout touché, en fin de compte, il était 17h. Il était C'est Donc ça. pour moi, la journée T'en était avais passée. besoin le lendemain. La journée était passée parce que moi, dans la journée, je dis, bah, en allant à 17h, normalement, c'est fait. Voilà. Sauf que... En entreprise, quand on demande à quelqu'un, t'as ce dossier-là à faire, t'as 6 heures pour le faire, il va nous répondre, t'es en train de me fliquer. Non, C'est vrai. je suis pas en train de me fliquer. Il y a un temps alloué pour faire les choses. Par contre, si on donne une deadline, vous pouvez être sûr que le délai des 6 heures, il va dépasser. Et puis, à des moments, c'est d'aller aussi challenger ces temps-là, en fait. Et de dire, bon, voilà, est-ce qu'on peut pas réduire pour aller vers l'amélioration continue? Pas du flicage encore, c'est de l'amélioration continue. Pour dire, tiens, dans mon process, il y a peut-être des trucs que je fais que ça consomme encore plus. Voilà. Et puis après, comme toi, tu as l'habitude de faire, c'est de faire des revues rapides des postes et des tâches, en fait. Oui, c'est ça. Moi, après, c'est peut-être une habitude que j'ai eue parce que j'ai été aussi auditrice interne. Et du coup, les process, habituée à les retravailler pour être vraiment sur l'amélioration continue, pour répondre effectivement à des critères précis. Et puis parce que je ne supporte pas de perte de temps. C'est dans ma nature, c'est comme ça que je suis, c'est que j'aime bien. J'aime pas voir les autres perdre du temps, donc je les aide à s'améliorer et à avancer. Mais j'aime pas perdre du temps ou que l'on donne des deadlines trop longues parce que je sais très bien qu'on peut le faire avant. Mais après, c'est mon analyse personnelle. Chacun a un fonctionnement différent. Pour moi, ça m'est souvent arrivé, on me dit: «Ah non, mais c'est bon, la réunion, c'est dans 1 mois». Je dis: «Oui, mais on le fait pour dans 15 jours maximum pour être tranquille et s'il y a axe d'amélioration derrière, on a le temps d'ajuster». Sinon, on se retrouve effectivement à courir encore après le temps. Mais chaque fonction, alors après, j'ai managé des petites équipes, pas des grosses équipes, mais le fait d'avoir cette notion et effectivement de temps sur chaque tâche à effectuer, du coup, c'est très fluide derrière. Mais ce travail-là, en tout cas, je pense que toi, tu as aussi une expérience là-dessus. Et moi, mes expériences, c'est que ce travail-là, on l'a fait. Je l'ai fait aussi, moi, en tant que manager, mais sous contrainte. C'est-à-dire qu'à un moment donné, période Covid, 3 dans le service, demain fera en faut 2. Donc là, à un Voilà. moment donné, 2 plus toi, au lieu de 3 plus toi. Et donc là, à un moment donné, tu te dis, bon, il va falloir que je réorganise. Voilà. Réorganise, donc il va falloir, à un moment donné, quantifier Mmh. tout le travail de chacun C'est ça. et toutes les tâches réalisées, aller dans le détail et donc à demander à chaque personne, là, toi, tu fais l'administration du personnel, donc tes payes, c'est combien de temps qu'il te faut, valider tes gestions de temps, c'est combien, etc., etc., etc. De l'autre côté, développement RH, machin, et pareil. Et aussi, à un moment donné, dire supprimer ce qui ne sert à rien. Parce que Voilà. il y a un paquet de choses qu'on fait pour les autres Qui ne servent à à rien. rien. Mais à rien. Du C'est ça. reporting pour Oui. faire plaisir. Oui. C'est Je te rejoins tout à fait. des envois de mails, Mais des études. Ah non, mais je le fais au cas où. Non. Est-ce que ça sert ou pas? Et en fait, c'est un peu d'aller, alors, pour faire le lien avec les dirigeants qui nous écoutent, dans leur organisation à eux, moi, je suis en train d'écrire un bouquin, en sous-marin depuis 1 mois et demi. Mais la méthode que j'utilise, c'est du time boxing. Ouais. C'est 2 fois 30 minutes par jour. 30 minutes le matin, 30 minutes en début d'après-midi. Et schlac! Et c'est impressionnant. Parce que je suis à 100% sur ce sujet-là, pendant 1 heure par jour, mais en 2 fois 30 minutes, ce qui me permet d'être hyper concis. Et le reste du temps, je peux avoir une idée, je la note, mais je l'écris pas sur, je la note sur un bout de papier, je la note dans mon cahier. Et en fait, de se contracter le temps, compresser le temps. de compresser le temps et se donner, pour cette tâche-là, je me donne 2 fois 30 minutes. Et rien faire à côté. Et rien faire à côté. Voilà. Moi, j'utilise alors plusieurs méthodes et celle-ci en fait partie. Aujourd'hui, en tant que dirigeante, parce que je travaille déjà pour plusieurs entreprises selon les moments et que le time boxing a cet effet, je trouve, accélérateur de productivité. Au départ, ça demande Ça demande une gymnastique oui, et ça demande beaucoup de discipline.
et de pas se laisser happer par effectivement les éléments extérieurs, ne serait-ce que le téléphone qui sonne. Moi, même pendant ce temps-là, mon téléphone, il est coupé. Ah oui, oui. Mais c'est vrai que c'est vraiment une autodiscipline qu'on doit se mettre et de pouvoir jongler avec différentes méthodes d'organisation, que ce soit pour soi ou pour les autres, permet d'avoir un temps vraiment qui est bénéfique. C'est-à-dire qu'on n'est plus effectivement sur la deadline, mais sur un temps qui est utilisé productivement et qu'on va pour moi, une réussite quelque part de gestion du temps et pas sur on utilise le temps juste pour faire joli, mais Donc en gros, pour résumer, on a des trucs qui sont quand même assez factuels. C'est fixer des durées au lieu de deadline. Ouais. Travailler en sprint, donc c'était un time boxing pour soi. Diminuer le temps alloué volontairement. Sur mon premier livre, je faisais des séances de travail de 2 heures. J'avais la sensation que c'était rempli et que j'avais fait des choses. Par contre, c'est impressionnant le nombre de choses que j'ai recorrigées derrière. Là, je suis passé à 30 minutes et ça marche. Comme tu l'as dit, on coupe le téléphone, on est centré sur le truc et on n'y revient pas. Ça demande une adaptabilité, mais ça marche énormément. Et puis, le dernier truc, c'est une revue rapide des post-tâches, en fait, ce que tu disais. Mais pas sous la contrainte. Ouais. On n'est pas obligé d'avoir un Covid ou une restructuration du service pour le faire, en fait. Et ça devient une logique imparable. Et je me dis qu'un chef d'entreprise qui met ça en place dans son entreprise, qui dit, tiens, 1 heure par jour, je vais passer dans un service et on va regarder. Pas pour fliquer, pour améliorer. Et on met un PDCA en place. Puis l'avantage de ça, pour un dirigeant, c'est qu'il comprend mieux ses équipes. Et ses équipes vont aller plus vers lui. Voilà. C'est cette notion collective de partage d'informations, de tâches, je sais de quoi il s'agit et on fait en sorte que tout le monde y gagne. Ça a un impact aussi général sur l'entreprise et sur son développement. Imaginez une entreprise où le dirigeant, il s'accorde 1 heure par jour pour aller travailler sur un process. Ça a 2 effets pour moi. C'est-à-dire qu'il est plus dans un espèce d'opérationnel, mais il rentre dans la stratégie et il travaille sa vision. C'est un excellent exercice pour traduire sa vision, en fait. Et dire, ah, peut-être que là, il y a un truc à améliorer. Ou tout simplement dire, oh la vache, ils travaillent super bien, quoi. Ils vont super vite. Et on n'est plus sous la contrainte. C'est ça. Alors, pour conclure, on va lancer notre petit jingle. Et je vais laisser Sabine nous dire ta première phrase de conclusion sur cette loi de Parkinson, en fait. Moi, je dirais que c'est la planification. Faut structurer, bloquer du temps et vraiment avoir cette notion de just time, comme on dit, du temps qui est nécessaire du temps juste pour la tâche ou pour le rendu qu'il y a. C'est faciliter ce travail au quotidien, c'est gagner en productivité, mais aussi en énergie pour se concentrer sur des tâches qui peuvent être vraiment, vraiment urgentes et pas attendre le dernier moment. Et toi, Jean-François? Moi, c'est souvent on pense qu'on a besoin de plus de temps, alors qu'il faut déjà mieux utiliser celui qu'on a déjà avant d'aller chercher du temps supplémentaire pour réaliser ce qu'on a à faire. Et c'est valable dans tous les process RH, recrutement. Souvent, on dit il nous faut quelqu'un le plus vite possible, mais on donne pas de time, en fin de compte. Non. On dit pas dans 15 jours, on fait un point. Dernièrement, c'était mieux chez nous, mais dans 15 jours, tu fais un point. Et dans un mois, si ça n'avance pas, on fait autre chose. Voilà, par exemple. En fait, on se rend compte que cette loi de Parkinson, elle est partout. Elle est partout. Si on la maîtrise pas, c'est elle qui nous maîtrise, en fait. Clairement. Et c'est un naturel chez nous de remplir. Par contre, de travailler dessus, c'est une formidable opportunité d'optimisation pour sa vision, pour sa structuration et pour sa rentabilité. On va parler là. Travailler sur le temps, c'est travailler sur les euros.
C'est clair. C'est ce Oui. qui rentre, hein. Pour soi et pour Et pour les le autres. collectif. Pour le collectif, hein, pour les équipes. c'est-à-dire Mm. gagner en énergie, gagner en flexibilité, gagner en rapidité, en optimisation. Imaginez juste une entreprise qui, une fois par jour, consacre 1 heure à l'optimisation de ses process. Bah, c'est même plus un rêve, ça devient une réalité. Il y en a plein qui le font. Nous, en France, on a un petit problème, je pense, avec l'optimisation du temps. C'est un tabou. Alors, nous, on aime bien les réunions aussi. Hein. On aime bien C'est les ça, on aime réunions. bien, c'est ça. Et puis alors Voilà. moi, j'aime bien ce qui est visuel. Et j'utilise souvent 2 axes. C'est un axe coût et un axe temps. Mmh. Donc quand je vais en entreprise, c'est de leur dire voilà, vous avez tant de temps, mais voilà ce que ça représente en coût. Et plus on va descendre le coût, plus on va descendre le temps. Et c'est là qu'ils prennent conscience effectivement du temps perdu et de l'argent perdu. Alors, on va donner un tip sur les réunions parce que tu as lancé le sujet. Vous savez comment savoir le nombre de personnes utiles et nécessaires pour la réunion que vous voulez organiser? Eh bien, si 2 pizzas ne nourrissent pas les personnes, et c'est une règle de Jeff Bezos, le PDG d'Amazon, c'est-à-dire que lui, il met 2 pizzas, et ces 2 pizzas doivent nourrir un nombre de personnes. Il s'était rendu compte que, à un moment donné, il y avait 30, 20 personnes aux réunions Ouais. qui ne servaient à rien. Les personnes utiles et nécessaires doivent être nourries par la pizza, et il a explosé. Alors, qu'on aime ou pas Jeff Bezos, on peut quand même parler d'une sacrée réussite dans son entreprise. Donc, gardez cette histoire de pizza, en fait. Combien de personnes sont utiles et nécessaires? Et pour prendre votre décision, eh bien, c'est 2 pizzas maximum pour nourrir tout le monde. Puis savoir dire non aussi à un moment donné. Et savoir dire Ouais, non. c'est ça. Si on se sent pas utile à une réunion, en tant que manager, c'est pas juste pour faire plaisir, on va à la réunion. C'est C'est ça. vraiment c'est parce qu'on a une contribution à amener à cette réunion. Voilà, c'était un épisode sur la loi de Parkinson qui s'est un petit peu étendu, mais qui était quand même hyper important. Il y a plein de tips dans cet épisode. On est ravis de faire cet épisode, de parler de ce sujet-là. Soutenez-nous sur les plateformes, continuez de vous abonner, mettre 5 étoiles et on vous dit à très bientôt. À À bientôt. bientôt.